Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ABC Talk. Aujourd'hui, les chemins de la danse et de la plume se croisent pour semer des graines de joie. Ensemble, nous allons faire le récit de 2 success stories. La première, celle de la coach, conférencière, romancière Maud Ankawa, qui, avec son best-seller Kilomètre Zéro, en est déjà à plus du million d'albums vendus, enfin d'exemplaires vendus. Elle est aux côtés aujourd'hui de Femi the Scorpion, danseur. Alors lui, il enflamme les rues de Paris, il fait danser les gens, c'est un transporteur de bonheur. Cet épisode promet d'être captivant, c'est notre cadeau de Noël à vous tous. C'est parti pour danser sa vie. Bonjour Maud Ankawa. Bonjour Gaëlle. Je suis ravie de t'accueillir sur les canapés d'ABC Talk. Est-ce que tu es bien installée? C'est un bonheur, je suis ravie d'être là, ravie d'être avec Femi aussi. Merci pour cette invitation. Que de récompenses, en ce moment pour toi, c'est vraiment, comme je dis, la success story. Et tu viens en plus d'être nommée parmi les 3 romanciers les plus vendus, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. 3 femmes. 3 femmes au podium. 3. Oui, 3 femmes sur le podium. Ouais, c'est une première, je crois. Mélissa qui a détrôné quand même, et quelqu'un que j'aime beaucoup, Guillaume Musso. Et puis Virginie et moi, donc Virginie Grimaldi et moi. Donc je suis très très heureuse, mais c'est surtout la récompense d'un travail, j'allais dire collégial, entre les lecteurs, mes éditeurs, tous ceux qui le portent, tous ceux qui portent avec moi mes romans. Donc je suis très très touchée parce que c'était vraiment l'essence de mon écriture, que d'essayer de faire avec un mot, une phrase, faire du bien à une personne sur Terre. Donc je suis très très heureuse de ce qui se passe, très touchée, vraiment. 1 million d'exemplaires vendus, c'est énorme. Oui, pour Kilomètre Zéro, là c'est voilà, on est une grande famille, on est une grande famille aujourd'hui, donc on se tient la main et on grandit ensemble parce que je crois qu'on est tous experts de nos vies. J'ai rien à enseigner, je suis juste experte de ma vie et de proposer des choses qui m'aident au quotidien. Ça permet de grandir, et puis chaque personne, je vois bien les lecteurs me partagent aussi leurs expériences et je grandis à mon tour aussi. Donc c'est vraiment devenu une grande aventure humaine, et c'était la base du pari que d'essayer de faire simplement un peu de bien. Oui, ça on le sent. J'ai eu la chance d'assister à une soirée pour les millions d'exemplaires vendus. On voit vraiment, il y avait ta famille, il y avait les lecteurs, il y avait les éditeurs, et tu as réussi à fédérer. Et je crois que c'est ce qui te rapproche aujourd'hui de l'invité qui partage le plateau avec toi. Tu as réussi à fédérer des gens autour de ce projet qui, au départ, n'était pas forcément un roman. On y reviendra. Complètement. Et toi aussi, Femi. Bonjour Femi, The Scorpion. Est-ce qu'on dit The Scorpion ou The Scorpion? The Scorpion. The Scorpion. Oui. Toi aussi, tu fédères des gens. Alors, tu arrives sur un overboard en plein Paris, donc avec une enceinte, des lumières, et là, tu fais danser les gens. Exact. Ça, c'est une surprise. On ne sait pas quand le bonheur vient, mais le bonheur vient vers nous tous les jours. Donc, il faut être juste à l'écoute. Et j'aime aller rencontrer les gens, aller vers les gens et partager cette lumière qui est en moi, d'éveiller les gens. Donc, danseur, tu l'es évidemment depuis très longtemps. Très longtemps. Mais là, récemment, tu fais un buzz, en fait, grâce aux réseaux sociaux. Comment c'est arrivé, ça? Est-ce que toi, tu as voulu créer ça, ou c'est arrivé par hasard? Bon, j'ai pas cherché à créer le buzz, mais j'ai accepté vivre mon enfance en faisant cela, et c'est ce qui me rend encore plus heureux d'être au quotidien des gens. Donc, je pense que quand on est au quotidien des gens, ça fait le buzz. Mais après, le buzz, c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas ce que je cherche. C'est faire changer les choses. Et dit effectivement qu'on vit effectivement une fois, mais on peut quand même s'offrir ou se donner la liberté de s'écouter, d'être là pour l'autre, pour l'un,
aux lunes. Et donc, mon objectif, c'est de rayonner dans les villes, dans les rues, pour donner ce sourire aux gens et autour du sujet de la danse. C'est ça. Super. Dans Danser sa vie, j'aime beaucoup en fait interroger les parcours de vie parce que je trouve que c'est toujours très éclairant. Maude, quelle petite fille tu étais, toi? Alors j'étais cette petite fille, je retrouve des choses de Fémi, on se connaissait pas, mais qui voilà, qui avait envie de vivre, de partager, et de fédérer. C'est-à-dire que vraiment j'avais envie. Je me rappelle dans les cours de récréation, je jouais pas avec une seule copine, j'allais passer d'un jeu à l'autre. Alors je pouvais être aussi bien journaliste, reporter, sportif pour être avec les garçons sur le terrain de foot et puis leur les interviewer comme ça, comme avec les filles pour jouer à l'élastique, à ceci, à ça. Donc j'aimais que les gens se rencontrent, j'aimais que les gens soient ensemble en fait, ce qui m'anime aujourd'hui. Et donc dans ce que tu dis, je suis très touchée parce que c'est ça, on sent que. Et t'as raison, on peut pas prévoir de faire le buzz. On peut juste proposer quelque chose avec son cœur. Et c'est ce que j'entends dans ce que tu fais, que de rendre le sourire aux gens. C'est, on a tendance à être trop sérieux dans la vie. Dans tout ce qu'on fait, on est sérieux. Alors on est la femme de, la fille de, la salariée de, le mari de, etc. Et puis on a un tas de rôles. Et puis on n'est plus qui l'on est vraiment, cette joie de vivre, l'enfant en nous qui a juste envie d'être. Et ça résonne vraiment. Donc, qui j'étais, je crois que je suis qui je suis aujourd'hui encore, en tentant de me rappeler que l'enfant en moi n'était pas aussi sérieux qu'il l'est aujourd'hui, mais voilà, de proposer des choses qui continuent à partager, à faire partager, à faire fédérer, voilà, à rendre que le monde est un peu meilleur quand on se tient la main. Il y a cette idée de joie que tu soulignes et je trouve qu'elle vous ressemble vraiment tous les deux. Alors toi, Fémi, t'es arrivée dans une famille au Bénin, c'est ça? Oui. Qui n'était pas vraiment très partante pour que tu fasses de la danse, par contre. Oui, et effectivement, ma mère, elle est commerçante et ensuite elle est devenue femme ménagère. Donc, elle prenait soin de ses enfants. Nous sommes 4. Donc, du coup, ma sœur, elle était déjà dans la danse et la musique, ma grande sœur. Il y a 11 ans d'écart entre elle et moi. Et donc, ma mère, elle voulait que coûte qu'on ait des diplômes et qu'on ait un métier sérieux, et tout. Donc, voir la danse qui n'est pas du tout un métier, connu en Afrique plutôt. Et donc, à l'âge de 6 ans, quand je partais à l'école, je rencontrais une troupe de danse qui dansait. On voyait pas la personne qui danse, habillée, cachée, et dans des costumes très colorés. Et donc, du coup, j'aime regarder, je prenais le temps de regarder ça avant de partir à l'école. Et donc, ma mère, elle s'avère que je prenais du plaisir à aller regarder et elle ne m'autorisait plus de prendre ce chemin, de faire un grand détour pour aller à l'école. Et moi, je reprenais exactement ce que je voyais dans la rue à l'école et je faisais du spectacle. Il y a une longue queue pendant la cour de récréation, je faisais du spectacle dans le couloir des toilettes. D'accord. Et donc, du coup, c'est comme ça j'ai commencé. Je dansais dans les rues, dans des maisons. Les maisons, les portails des maisons, des habitants sont... Si on peut rentrer chez un voisin comme on veut, la porte n'est pas fermée. Donc, du coup, j'offrais du spectacle aux gens. Donc, je voyais ce sourire, le regard des gens derrière en masque parce que je mettais en masque, personne ne savait qui était. C'était caché. Voilà. Donc, du coup, j'avais cette approche de facilité parce que c'est juste le sourire des gens que j'aime regarder. Donc, derrière un masque. Et j'ai dit, mais en fait, c'est beau, en fait, de voir des sourires des gens et tout simplement par mon art, de transmettre, voilà, ce bonheur aux gens. Et finalement, ma mère, elle m'a vu à la télé sur une chaîne, sa chaîne préférée, où elle me voyait gagner une compétition de danse.
Et ensuite, cette compétition qui m'a fait venir en Europe pour continuer ma carrière dans la danse. Donc c'est un battle, c'est ça, cette compétition? C'était un battle, mais une compétition entre les groupes de danse, des danseurs qui participent. Et donc mon groupe que j'ai créé, on a gagné la compétition. Et j'avais eu l'opportunité de venir faire un concours au CNDC d'Angers. Ouais. Et donc c'était le Meurs Kunigam, qui est une danse qui se rapproche de la danse classique. Et avec mes bagages autodidactes en tant que danseur, j'aimerais faire des études théoriques en danse, d'où l'anatomie, l'analyse du corps fonctionnel du corps en mouvement dansé. Donc tout ça qui va se rajouter, me former, être un autre danseur de plus de ce que j'ai comme un bagage antérieur. Et maintenant, en tant que chorégraphe dans les institutions, j'ai fait 5 ans à Chaillot et actuellement à l'Opéra Garnier. Je suis en jeu immersif. Donc, en sortant de tous ces cadres institutionnels, j'aime revivre mon art et mon enfance dans les rues de Paris. Oui, c'est ce que je disais quand je parlais à Maud un tout petit peu avant que tu arrives, que effectivement tu as fait le buzz, certes, mais tu as aussi un parcours de danse. Tu parles de Meurs Kunigam, tu parles du CNDC d'Angers, c'est quand même des institutions. Mais à la base, tu étais gymnaste. Oui, de base, j'étais gymnaste. Mais tout est autodidacte. Hein. Mais on le sent dans ta danse, effectivement. Dans la danse, et je me rappelle quelques souvenirs. Ma mère, elle vendait des bissap, des jus hibiscus, et dans le marché d'Antokba. C'est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, où je partais avec une glacière remplie de bissap, et je mettais la danse en avant. Je faisais danser les gens dans le marché, et facilement, le produit partait. Les gens achetaient facilement le produit. Les gens n'étaient pas là pour acheter, en fait. Ils sont là pour partager ce temps. Et moi, j'étais dans le partage, et voilà. Et les gens, ils se prenaient plaisir. Et donc, des fois, ça partait facilement. Et je mettais en slackline, une ambule, une corde entre 2 arbres. Et je dansais, et je mettais la glacière sur la tête. Et puis, c'est comme ça. Et ma mère m'a vu en faisant ça. Parce que elle avait 2 autres vendeuses qui vendaient dans le même secteur que moi, mais dans le marché. Mais elle se rendait pas compte comment, en fait, j'arrivais à vite vendre. T'avais monté une vraie stratégie de marketing. C'était une stratégie marketing, mais pas. Ce que tu aimais en même temps. C'est ce que j'aimais, mais plutôt être proche, créer le lien. Oui, c'est ça. Et c'était un endroit où tout le monde, dans le quotidien, il venait. Avant d'aller au boulot, et tout le monde passait me voir. C'était devenu le passage obligé. Alors toi, tu développes une certaine stratégie de marketing, tandis que Maud, avant d'écrire des romans, toi, tu évolues dans la finance. Oui. Alors, est-ce qu'on peut mettre le mot burn-out sur ce que tu vis? Parce que parfois tu le dis comme ça, parfois non. En tout cas, tu étais très passionnée de ce que tu faisais, peut-être un peu trop. Oui, alors, en tout cas, je suis pas loin du burn-out au moment où j'arrête. J'arrête parce que j'arrive en fin de... Bon, quand on a une entreprise, soit on l'entre en bourse, soit on la revend, et c'était un peu la finalité du succès de ces sociétés. Et j'avais vraiment envie de faire un vrai break à ce moment-là, parce que on commence à 3 dans un garage pas loin, et puis on vend à Dassault Systèmes, qui est un énorme parcours. Et au final, oui, je suis à 2 doigts du burn-out. Alors j'ai eu la chance de ne pas tomber en burn-out, parce que je sais que c'est alors, réveiller avant, oui et non, parce que ça faisait 6-7 mois que je voulais arrêter, et puis finalement, il y a quand même une machine, un engrenage qui fait que on peut pas passer 10 ans à faire ça et puis dire, bon, bah, tiens, maintenant j'arrête. Non, il y a quand même tout un process. Puis je voulais faire une passation propre aussi. Mais donc voilà, je suis à 2 doigts quand même, jusqu'au moment où effectivement, je décide de partir, de partir. Alors, bien après la vente, je me dis, voilà, là, j'ai besoin d'un moment à moi, et quand je dis partir, c'est partir dans l'Himalaya en l'occurrence, mais effectivement mon monde c'est la finance, je viens du monde de la finance et donc de la stratégie d'entreprise. Donc t'en penses quoi, sa stratégie d'entreprise? En fait, ce que j'adore dans ce que dit Fémi, c'est qu'en réalité il avait pas de stratégie. Ce qu'il voulait c'est faire du bien, il voulait faire plaisir à sa mère, de vendre ses produits, il voulait faire plaisir aux gens, de fédérer encore une fois, de faire découvrir un art qui est son art. Il a ça dans le cœur depuis toujours. Alors que sa mère ne veut pas, etc. Donc c'est une façon pour lui de proposer qui il est. Et je sens que, bien sûr, que l'idée de vendre les produits pour sa mère, c'est important pour lui, mais on sent qu'il y a autre chose derrière, et surtout de faire du bien.
moi, dans la stratégie d'entreprise, c'est pareil. Pourquoi je suis rentrée en entreprise? C'est uniquement parce que je suis passionnée par les relations humaines depuis que je suis née. Mon ADN, c'est les relations humaines et le voyage. Et donc, j'avais envie, à travers l'entreprise, de me dire, ben voilà, si je monte des entreprises qui vont être internationales de fait, je vais être obligée de voyager, et ça me va bien. Et puis surtout, de comprendre les gens pour que au travail, ils soient heureux, parce que je crois que c'est le gros drame de la vie, c'est que beaucoup de gens font des métiers pour gagner leur vie, pour payer les factures, et moi je crois au fait que on peut vraiment se réaliser dans ce qu'on fait quand on est heureux au travail. Alors, je travaille avec beaucoup d'ingénieurs, et un ingénieur, c'est quoi? S'il peut pas créer, s'il peut pas laisser sa créativité aller, bon, on va rien trouver de bon, parce que très clairement, c'est pas moi qui ai créé, qui a inventé le produit, hein. J'ai même absolument pas participé à la réalisation de la création. Mon métier, c'est la stratégie d'entreprise, de faire en sorte que le bateau arrive au bon endroit. Donc c'est ça qui me passionnait dans ce métier-là, et c'est là que je te rejoins. Quand on fait des choses qu'on aime vraiment, c'est très fort. Alors après, effectivement, moi je les aimais tellement que j'en oubliais l'essentiel. Souvent le danger un peu justement, et c'est ça, de s'oublier soi-même, quoi. De s'oublier et de travailler 15 heures par jour, parce que quand on est passionné, on voit pas passer le temps, et effectivement, je travaillais très tôt le matin, je finissais tard le soir, 24/24, 7 jours sur 7. On me demandait rien, mais à un moment, c'est vrai que j'en oubliais l'essentiel. Donc et je me suis oubliée vraiment sur la fin. Donc j'ai eu la chance de pas tomber en burn-out comme beaucoup le font. Moi, c'était un burn-out par la passion. Et j'ai eu la chance de me réveiller et de me dire à un moment, attends, stop. Là, je reprends pas, évidemment, dans cette vague de succès. Les investisseurs sont prêts à te renvoyer vers d'autres missions. Et là, j'ai dit non, stop. Là, je fais un vrai break. J'ai besoin de temps pour moi. Et c'est cette lucidité qui m'a amenée dans l'Himalaya et qui m'a aidé à faire un vrai break. Et alors, ce voyage dans l'Himalaya, parce que j'imagine qu'il a beaucoup inspiré Kilomètre Zéro. Complètement. Le livre est vrai, hein. Le livre est vrai à 95%. Elle fait ce voyage. Voilà, exactement. Et alors j'ai écrit 3 romans, mais les 3 romans sont vrais, les lieux sont vrais, les personnages secondaires sont vrais. Après, c'est 25 ans de développement personnel, 25 ans de rencontres avec des peuples différents partout dans le monde, que j'avais envie d'offrir en fait à mes amis au départ. Donc Kilomètre Zéro, c'est vraiment ce voyage dans l'Himalaya d'une femme d'affaires qui s'oublie, et sa meilleure amie l'envoie dans l'Himalaya chercher quelque chose qui pourrait peut-être lui sauver la vie. Donc il y a 5-10% de romance, mais le livre est vrai. Donc oui, je pars là-bas pour réapprendre à vivre au présent. C'est-à-dire que quand on fait de la stratégie d'entreprise, on a 10 coups d'avance, 20 coups d'avance, mais on sait plus vivre au présent. On a toujours l'esprit qui part dans, tiens, il faut que j'anticipe ça, il faut que je pense à ça, il faut que je réfléchisse à ça, que j'invente ça. Mais ce qui se passe là tout de suite, je le vis plus. Et j'ai besoin de réapprendre à vivre au présent, parce que la joie, on la connecte que dans le présent. C'est ça. La joie, et toi, Fémi, tu dois le sentir dans le corps quand tu danses. T'es pas en train de penser à ce qui va se passer dans 2 jours. T'es en train de vivre l'instant. Tu en parleras mieux que moi, évidemment. Mais moi, j'ai eu besoin de réapprendre à regarder un coucher de soleil et d'être happé par la beauté, monter. Dans l'Himalaya, c'est un effort physique. Moi, j'étais pas préparée physiquement, mais j'avais la tête, donc ça m'a aidé. Mais tu vois, t'es dans le muscle, t'es dans l'effort. Et tu perds tes repères, en fait, aussi. Tu perds complètement tes repères, parce qu'en plus là-bas, être dirigeant d'eux, ils savent même pas ce que ça veut dire, et c'est bien normal, parce que eux, leur seuil de leitmotiv dans l'Himalaya, c'est de manger tous les jours, et puis de survivre. Donc s'il y a pas cette solidarité, s'il y a pas ce partage, il se passe, il y a rien, tu vois. Donc je perds tous mes repères, j'apprends le corps, j'apprends à sentir mon corps, j'apprends l'effort physique, là où mon effort était toujours intellectuel, et j'avais des années-lumière d'avance sur le plan intellectuel, mais pas du tout dans le corps. Donc c'est retrouver cet équilibre. Donc je pars vraiment pour réapprendre à vivre au présent, réapprendre à connecter mon corps, réapprendre à vivre l'instant, le seul et unique, qui est que effectivement on vit cette seconde-là, et la seconde d'après, elle n'existe. On a déjà rendu celle d'avant pour pouvoir vivre celle-là. Donc voilà, on est là ensemble, on vit ce moment ensemble, mais si on est à se dire, alors attends, dans 1 heure, il faut que je fasse ci, eh ben on n'est plus là, on n'est plus dans le cœur, on n'est plus dans le corps, et ça, ça a été tout ce chemin de réapprentissage
Donc c'est pour ça que je suis ravie de partager en plus ce moment avec Fémi qui, toi, moi aussi. est dans le corps. J'imagine que toi, tu es vraiment dans le corps et tu habites le corps pour pouvoir danser comme ça. Oui, puis le présent de l'improvisation, c'est-à-dire que Fémi, tu fais vraiment avec ce qu'il y a, en tout cas quand tu arrives comme ça avec ton overboard et ta grosse enceinte, tu fais vraiment avec ce qui émerge ici et maintenant. Donc ce que dit Maud est tout à fait juste, tu es dans le moment présent là. C'est ça, je vis à l'instant et j'aime changer le temps. Mais en changeant le temps tout en respectant les limites. C'est-à-dire, alors ça ressemblerait à quoi? Ça ressemble à, voilà, vous êtes là assis devant un café ou un restaurant. Vous êtes en train de discuter sur un sujet très intéressant qui n'a rien à voir avec rien à voir avec moi. Et puis moi je suis bulle d'air, ou comment on dit, une bulle d'air qui vient de nulle part, qui vient transformer qui vient changer, transformer et peut-être arrêter votre discussion et vivre ce moment instant avec moi, tout en laissant vous emporter par une petite chorégraphie qui n'est même pas prévue. Et tout est spontané, au fait, tout est créé sur le temps et voilà, le changement, l'émotion, tout va. Tout va, au fait, c'est comme quand il veut pleuvoir, d'un coup, tu vois le nuage et tu vois la pluie. Donc, en fait, tout peut changer. Donc, tout change, mais dans le sens très positif. J'ai que la joie à partager. L'idée, c'est de vous faire kiffer votre journée, où on oublie tout. Là, on sait en fait, on se serre la main et on se dit vraiment, on est des êtres humains, en fait. On est ensemble. On est ensemble. C'est vrai. On a tous des projets, on a tous des rêves à réaliser. Bien sûr. Mais on s'oublie réellement. En fait, on s'oublie nous-mêmes. Et on se dit, est-ce que on vit pour des rêves qu'on veut réaliser, mais on vit pas pour soi-même, en fait. Parce que l'instant, c'est plus fort de passer de rester même à discuter avec les gens. C'est quelque chose très, comment on dit, c'est très rare au quotidien, parce que tout le monde est dans ses pensées, dans son mental. On a toujours des objectifs on veut réaliser des choses, et donc du coup on n'a pas le temps pour l'autre. On n'a pas le temps de même des sujets personnels, on le garde, et or c'est des choses qui pourraient peut-être utiles en parlant avec quelqu'un. On se laisse et comment dire, on peut finir par trouver une solution à ces problèmes, ou voilà. Donc l'idée, c'est d'être libre, et la liberté, c'est être voilà, dans le partage, dans la connexion, dans la vie. En tout cas, une personne qui aurait été très contente de te rencontrer. Alors, elle rencontre quelqu'un d'autre, elle rencontre pas un Fémi, elle rencontre un Chanty. Elle, c'est Maëlle, c'est l'héroïne de Kilomètre Zéro, parce que Maëlle, elle déteste l'imprévu. Elle veut tout contrôler. Elle a peur d'aimer. Elle est pas connectée à la joie. Elle vit pas pour elle. Ça, peut-être que quelle aurait été la rencontre entre Maëlle et Fémi? Je pense que tu le dis, en tout cas, au-delà de ce que tu dis, je trouve que tu oses quelque chose. Parce que quand tu dis, voilà, ça va permettre une bulle d'air, une parenthèse pour ces gens qui sont en train de boire un café, ou une discussion. En fait, tu vas aussi oser, parce que tu viens d'un parcours exceptionnel de danse et très reconnu, tu le disais, dans les écoles, etc. On parle de l'Opéra Garnier, on parle pas on parle quand même d'institutions. Et en fait, t'arrives avec tout, et tu pourrais te dire, bah voilà, ma vie est là, j'ai réussi dans la danse, etc. Non, tu vas arriver dans la rue, à Paris,
je suis parisienne, donc Oui. je connais très très bien cette ville. Ça demande beaucoup de courage de faire ce que tu fais. Ça demande beaucoup de courage parce que à ce moment-là, tout est imprévu. T'es pas en train de prendre rendez-vous avec des gens et leur donner rendez-vous. Tu vas leur offrir, et ça, je trouve ça extraordinaire, de leur offrir un moment qui va leur rester pour toute la vie, parce que eux aussi vont devoir oser se mettre peut-être à danser, Voilà. oser pousser des limites. Alors pour Ouais. reprendre Maëlle, c'est une femme qui elle a un emploi du temps extrêmement chargé. Tout est calé, tout est minuté, tout est machin. Et tiens, attends, il faut que tu viennes une seconde dans 5 minutes. Non, j'ai pas le temps. Ouais. J'ai le temps de rien en fait, et j'ai pas le temps de vivre. Et à ce moment-là, moi, j'avais pas le temps de vivre non plus. Alors, même si là, je pousse un peu le trait et ça me permet de le faire lors d'un roman, mais parce que moi, je pars au Népal vraiment par l'envie de voyager, ce qui est pas le cas de Maëlle, qui elle est un peu obligée d'y aller pour rendre service. Mais tu vois, beaucoup de mes lecteurs me disent, je suis heureuse parce qu'on m'a offert ce livre et on m'a demandé de le lire et machin. Et je me suis offert cette parenthèse et de me rendre compte à quel point je ne vivais plus pour moi, je vivais dans l'oubli, j'avais plus le temps de toutes ces parenthèses. Et toi, en arrivant en live, tu imposes, entre guillemets, même si tu forces personne, mais tu imposes quelque part, ah, mais attends, peut-être que c'est lui qui a raison de... Tu imposes l'expérience, et pourquoi quoi, je ne vivrais pas l'expérience qui dure pas 10 heures, qui dure quelques minutes? Moi, je sais pas faire, je sais pas danser, donc je sais, mais de quoi il me parle? Et puis en même temps, il est sympa, et puis il a le sourire, et puis en même temps, j'ai pas le choix, et puis je vais le faire. Et quand les gens le font, ils vivent quelque chose d'extraordinaire qui va leur rester toute la vie. Toute leur vie, ils vivent ce moment d'exception avec un vrai danseur, un vrai professionnel, pas un farfelu qui tombe de nulle part, avec la chance de vivre avec un artiste qui est professionnel, qui est reconnu dans ses compétences. Et ça, je trouve que c'est ce dont on manque. Moi, je le fais à travers mes livres, tu le fais à travers la danse, mais ce dont on manque de soi-même s'autoriser. C'est ça. Et ça, c'est un cadeau unique, ce que tu fais. C'est un cadeau unique de pouvoir offrir ça avec ton cœur. Et oui, je pense que tout le monde rêve de le faire et tout le monde rêve de devoir passer un jour dans la vie. Et même si on est dans une discussion importante, de machin, de boulot, eh ben on va vivre même avec la personne avec qui on est en train de partager un moment. C'est peut-être le patron, c'est peut-être le salarié, peu importe, sa mère, son père, sa sœur. C'est de se dire à un moment, tiens, il nous a offert un cadeau à nous deux. C'est ça. À nous tous. Bien sûr. Et puis c'est un espèce aussi de fantasme, comme dans les comédies musicales, où d'un moment, tu vois, tout commence à Tout s'animer en commence à dansant, dans la rue, comme ça. Que tu proposes quelque chose qui est... Et c'est vrai, ça ressemble un peu, comme j'entends parler, flash mob. Ouais. Après, flash mob, c'est quelque chose préparé. Oui. Vous voyez, on prépare, on a des complices qui sont là, mais non, c'est ça, quand je regarde le bonheur c'est quoi? Le bonheur n'a pas de prix. N'a pas de prix. Ça s'achète pas d'ailleurs. Ça s'organise pas. En fait, c'est pas dans l'organisation le bonheur est. C'est être libre et ça accepter de laisser respirer naturellement et voilà, d'être à l'écoute avec le monde. C'est ça. C'est là où on pourrait trouver notre force ou notre énergie pour pouvoir réaliser nos projets. Parce qu'il faut sortir dans ce que nous vivons, dans ce qu'on a envie de faire comme projet, de prendre du temps, un peu de recul et trouver cette énergie ailleurs, dans la liberté. Vraiment. Et avec ça, ça se complète pour donner la niaque, pour remonter de face à des épreuves que chacun ou chacune vit. En fait, c'est ça. Donc, du coup, j'aime beaucoup, j'adore danser. La danse, effectivement, c'est une passion. Pour moi, je respire de la danse et j'aime partager mon savoir-faire qui est la danse en mettant les gens ensemble
Oui, puis pas que, il y a la danse, Il y a- et puis il y a aussi ce que tu, tout comme l'énergie des livres de mode, c'est-à-dire à un moment donné, il y a aussi ce que vous, l'un et l'autre, rayonnez, qui est quand même très important aussi. C'est ça. Quel que soit le médium que l'on utilise, c'est comment, je sais que la liberté, Maud, c'est une thématique aussi qui est très chère, le déconditionnement, de faire le pas de côté, et à la fois pouvoir oser être, c'est ça que vous proposez aussi l'un et l'autre, c'est-à-dire oser prendre la plume, ce qui demande quand même un certain courage, tout comme oser arriver comme ça dans la rue. Et est-ce que c'est pas ça aussi qui est encore plus fort que le médium, c'est ce que vous présentez comme expérience de moi j'ose être ça, et donc toi aussi tu peux le faire. Est-ce qu'il y a cette autorisation que vous donnez aux gens ou pas? En fait, oui, c'est exactement ça, c'est se permettre d'oser, parce que moi je venais pas du monde de la littérature, je viens plutôt du monde des mathématiques, et quand il a fallu me dire bah tiens, j'ai envie de partager quelque chose et que j'ai eu cette intuition d'écrire, je me dis mais non, jamais un livre, c'est pas possible pour moi, je sais pas écrire. Et là tu as toutes les croyances qui remontent de l'enfance, qui ah ben non, on va pas tirer grand-chose de tout en littérature, etc., qui font que tu retrouves tes blocages. Mais je crois que le bonheur, c'est aussi de se dire, bon, je vais pas y arriver du premier coup, mais comme tout, on devient expert à partir de 1000 heures d'exercice et de pratique. Donc, tu vois, j'étais loin de mes 1000 heures d'écriture. Moi, je parle avec mes amis maintenant auteurs. Eux, ils écrivent tous les jours. Moi, pas du tout. Même s'ils publient pas, ils écrivent tous les jours. Ils ont un entraînement de la plume. Alors moi, pas du tout. D'ailleurs, ça me demande beaucoup, et encore, hein, même après les 3 livres, même si on se dit, bah voilà, c'est quand même fou, tu en vends énormément. Non, ça me demande beaucoup j'allais dire de courage, parce que ça me demande une routine, de m'y mettre, de persévérer aussi. Et de persévérer, exactement. Donc oui, moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est qu'on peut tous réussir à vivre notre rêve à partir du moment où il faut accepter ces heures et ces heures d'entraînement, ces heures et ces heures de procrastination, ces heures de découragement, et tout ça fait partie de la réussite. On dit que souvent on dit bah tiens voilà, quand on tombe, j'ai eu un échec, etc. Ouais, non, pas du tout. Tu aimes pas cette notion d'échec, toi c'est les expériences. En fait, c'est au-delà d'expérience, c'est que pour réussir, il faut apprendre à tomber. Moi, je sais que dans tous les sports, dans toutes les pratiques, et il faut accepter d'apprendre à tomber, et quand on sait tomber, on apprend vraiment à tomber physiquement. Hein. Quand on sait tomber, eh bien, on peut répéter, parce que tu peux rien faire si tu sais pas tomber. Donc, moi, je crois qu'il faut apprendre à tomber, et quand j'écris, bah, je tombe. C'est-à-dire, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais me prendre une journée pour moi, je vais me mettre à écrire tranquillement, et puis, bah, il se passe rien, parce qu'il y a rien qui sort. Et pourtant, j'ai calé ma journée, j'ai rien mis dans le planning, et puis il y a rien qui sort. Et bien, quand on accepte de se dire, bah là, quel que soit l'art, et on est tous des artistes de nos vies, hein, donc tu fais un gâteau, quel que soit le gâteau, tu fais de l'art. Hein. On dit, ah bah non, moi je suis pas une artiste, moi j'ai pas une âme d'artiste. Non, tout le monde crée chaque jour. Et quand on crée, bah forcément on tombe. On se relève, on réessaye, on ajuste. Tu parleras de la danse mieux que moi encore une fois, mais je veux pas croire que tu as appris à danser sans jamais tomber une seule fois, et tu tombes encore tous les jours. Tous les jours. Donc tu vois, c'est ça, c'est ce que je dis aux gens, de tomber 1000 fois, 2000 fois, il faut apprendre 2000 fois en moyenne. Enfin, il faut tomber 2000 fois en moyenne pour apprendre à marcher. Bien sûr. Donc, on est tous tombés 2000 fois, et si on avait abandonné au bout de la première, deuxième, troisième, quatrième fois, eh ben, on marcherait pas. Et comment on apprend à tomber? Les gens qui nous regardent, là, qui écoutent ce que tu es en train de je dire, crois comment tu leur dirais, comment est-ce qu'on apprend à tomber? Eh ben, en fait, on apprend à tomber quand on dédramatise. Mais un peu à l'image d'un enfant, tu sais, quand tu tombes, t'as pas tes parents qui te collent une gifle quand tu tombes. Et nous, on se colle des gifles quand on tombe. Ah là, je suis vraiment nulle, j'ai pas réussi ci et ça. Non, quand on tombe et qu'on est tout petit, t'as tes parents en face, tu dis, oh, mais c'est bien, mais regarde, il est presque en train de marcher. Il est pas marché, il est tombé de tout son poids. Une fois, 2 fois, 2000 fois. Et t'as quand même les encouragements de tes parents en face, ou t'as tes sœurs, tes machins. Il va y arriver, là, je le sens, tu y arrives, avec toute cette conviction d'y arriver. Et nous, quand on commence quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on s'auto-flagelle, on se prend pour des nuls. Ah ben non, moi, je vois bien, lui, il parle bien, lui, il danse bien. Mais non, mais avant de bien danser, tu le disais toi-même, t'es passé par tout un chemin, et t'as répété à l'école, et tu singeais, entre guillemets, les gestes des autres danseurs. Et puis t'as répété des heures, 1000 heures, 2000 heures, 3000 heures, j'imagine, avant de commencer à réussir une figure. Je vois les jeunes sur les places avec leur skateboard, ils s'entraînent, et puis d'un coup ils font des figures, mais avant de faire une belle figure,
bah, t'as les plus jeunes jusqu'aux plus anciens, et ça vole dans tous les sens, et ça se casse la figure dans tous les sens. Et c'est normal. Donc, apprendre à tomber, c'est dédramatiser. Ok, j'y arrive pas tout de suite. Ok, je me suis lancée en cuisine, je me suis brûlée 4 fois. Je me suis brûlée, ça fait partie du processus de la réussite. Quand j'écris, j'apprends à avoir des jours et des jours de procrastination, des jours où j'y arrive pas, des jours où je trouve ça nul, des jours où je fais des fautes d'orthographe. Mais on s'en fout de tout ça. Le vrai sujet, c'est d'écrire, de continuer à écrire, d'aller jusqu'au bout, et puis de retravailler les phrases, retravailler. C'est la notion de travail. C'est le travail. Oui. Et apprendre à tomber, c'est apprendre à accepter. Et je ne connais pas une personne au monde, du plus grand art qu'il ait pu faire, en passant par la peinture, la danse, quel que soit l'art, je ne connais pas une personne au monde, et pourtant j'en ai rencontré des gens, que ce soit des chefs d'entreprise comme des artistes, qui ne soient pas tombés. Une fois, 10 fois, 50 fois, 2000 fois, mais sûrement pas 1 ou 2 fois. Ça, c'est pas possible. Parce que, comme tout, ça demande de la pratique. Et donc, ça demande de tomber. Mais c'est pas grave de tomber. Bien sûr. Et on connote ça avec le mental comme quelque chose de grave. On identifie, quoi, tout de suite. Je suis pas bon, et puis lui, il est meilleur, elle est meilleure. C'est pas vrai, personne n'est meilleur que personne. Et pour l'écriture, je peux vous dire que je partais de très très bas. Et si je questionnais mes profs de l'époque en français, ils m'ont dit, c'est pas là-dedans qu'elle va réussir. Mais en fait, c'est pas une question de réussite, c'est une question de qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir. Et à partir du moment où vous êtes dans la bonne motivation, alors là, moi, je suis prête à tomber 2000 fois, parce que déjà, je suis tombée au moins 2000 fois pour apprendre à marcher. Donc, je peux faire mieux que ça. Mais en tout cas, au bout de 3, 4, 10 fois, on se relève aussitôt si on arrête de mettre de l'infection. Et l'infection, c'est la pensée de je n'y arriverai pas. Puis l'ego, comme tu dis, c'est-à-dire s'identifier à son échec. Alors, quand tu parlais de ça, tu disais, je suis sûre que toi, Fémi, tu es tombée. Toi, tu dis oui, tous les jours. Tu tombes tous les jours. Moi, je tombe tous les jours et j'accepte de tomber aussi pour remonter plus encore. Ça veut dire quoi, tomber tous les jours? Par rapport à mes expériences dans la rue, quand j'ai commencé, et il y avait une situation. Je me trouvais dans une situation. Donc, pour moi, oser, c'est accepter une situation qui se présente et saisir. Il faut saisir toutes les informations qui vont se présenter. Surtout en gardant la tête que l'objectif, c'est que tu aimes ce que tu fais. Et si tu aimes ce que tu fais, c'est que forcément, tu vas le faire avec l'amour, mais tout en sachant que ce serait pas facile, au fait. Parce que une situation, c'est, je suis en face du monde, des gens que je connais pas. Et du coup, je mets la musique, je me mets à danser. Et donc, j'ai un seau d'eau qui... Tu t'es pris un seau d'eau sur la tête? Oui. D'accord. Oui, ah, oui. Oui. J'ai eu des œufs, j'ai eu un bocal de cornichons, donc j'ai eu des insultes. Mais tout ça m'a pas fait arrêter. Oui. Ça m'a formé de comment me relever. C'est l'amour, parce que l'amour de ce que j'aime faire est plus fort, est plus fort que tout ça. Donc, pour moi, tout le monde a cela, l'amour, au fait. Donc, si on s'intéresse et on aime quelque chose, il faut être juste attaché à ça et continuer, ne pas lâcher. Parce que les situations font que, de telle sorte que quand on a des événements qui se produisent comme ça, on est découragé. Ben oui, comment tu t'es senti quand t'as pris le seau d'eau sur la tête? Ah, mais j'étais très souriant parce que je disais... Tu souriais sous la pluie? Au moins, il y a ça qui est arrivé. Parce que tous mes shows étaient tellement... En fait, tout le monde aimait, tout le monde participait. Bon, la majorité des shows que j'ai fait, les gens, ils s'intéressaient, ils venaient. Ça marche la plupart du temps. Bon, après, je me pose des questions. Ça marche, mais c'est facile. Je change, je vais à des endroits maintenant où ça va pas marcher, où sont les endroits les plus durs. Donc, je me fais face à des situations pour voir à quelles seront. Bon, j'ai pas cherché, mais c'est en continuant de pas t'installer aussi sur un truc, de pas m'installer sur quelque chose sur mes acquises. Donc du coup, aller.
Donc, je suis tombé dans, j'ai pas le nom de la rue, et je suis arrivé comme je viens avec mon overboard, je pose ma valise et je transforme à l'univers en fait. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une dame qui était directement quand je suis arrivé avec l'enceinte, la musique. Je la vois venir, je la regarde, elle me regardait, mon regard était déjà sur elle. Je me suis mis à danser, à la regarder, et donc du coup, j'ai compris, elle a quitté son regard. Donc j'ai dit ok. Donc là, il y a une situation qui va se préparer. Ah, Donc ouais. j'étais dedans, j'ai pas coupé, j'étais en plein dedans. Et elle va chercher le seau, je la regarde et elle baisse, genre c'est avec amour que j'accepte en fait, avec le sourire que je Tu dis bienvenue à son seau. Oui, et ça. donc c'était beau en fait. Donc tous ceux qui étaient là, eux, ils trouvaient ça dommage. Oh, mais pourquoi ils gueulaient sur cette dame? Mais moi, je voulais faire comprendre seulement que, en fait, dans des situations difficiles, il faut aussi mettre de l'amour et accepter certaines choses. Ouais. Parce que celle qui est en face et qui vous décourage, elle pense à elle. Oui, ça parle d'elle, c'est ça? Oui, oui, ouais. elle pense à elle. Elle pense pas. Voilà, elle pense pas aux autres, elle pense pas à ce que qu'est-ce que j'apporte. Elle veut pas savoir, elle est fermée en elle, elle est préoccupée, elle a des attentes. Donc du coup, elle, c'est normal. C'est normal que cette situation puisse comment on appelle là, puisse arriver. Et toi, l'acteur ou l'actrice qui est en jeu, tu lâches rien. Tu te sers de ça, Tu sers de ça. Et ce que tu m'évoques là, c'est aussi un grand enseignement que Maëlle rencontre. Alors il y en a plein parce que le récit de Maud est jalonné en fait d'enseignements, notamment beaucoup d'enseignements du bouddhisme, hein, sur l'ego, etc. C'est la compassion. Est-ce que c'est aussi ça de rendre l'énergie en mettant de l'énergie d'amour? Est-ce que c'est... En fait, je crois qu'il y a que deux énergies possibles. Il y a celle de la peur, celle de l'amour. La peur avec un P, c'est pas l'émotion elle-même, parce que l'émotion de la peur, elle est tout à fait légitime et normale, mais c'est plutôt la racine de la façon dont on va vivre les choses, ou l'amour. Et dans cette situation, effectivement, on a face à Fémi une femme qui a peur, qui sait pas quoi faire de tout ça, ça fait du bruit, mais en même temps, j'imagine que ça la dérange pas plus que ça. Elle est pas en train d'enregistrer, je ne sais quoi. Elle est juste à sa fenêtre, en train de regarder les voitures passer, et puis d'un coup arrive Fémi, ça vient lui faire peur, alors que lui, il est là à offrir quelque chose, un spectacle. Donc effectivement, là où tu as été très fort, c'est de garder cette énergie d'amour, parce que personne peut nous déstabiliser. Je dis pas que c'est agréable de se recevoir un seau d'eau sur la figure, oui, c'est ça, mais en même temps, il y a tout un tas de gens qui ont envie de partager quelque chose dans l'amour. Et quand on est dans l'amour, il n'y a pas grand-chose qui peut nous déstabiliser. Et là, elle agit en agression, parce que envoyer un seau d'eau, c'est quand même une agression envers Fémi, mais aussi envers les gens qui sont là et qui partagent ça. Mais on sent qu'elle est dans cette peur. Donc, face à la peur, face à l'agressivité, face à la défense, etc., comment il faut réagir? Il faut réagir en mettant de l'amour, évidemment. C'est ça. Donc c'est toute la difficulté de notre quotidien où on se dit et notre système de défense est tout le temps en train de dire non mais toi l'autre est un ennemi, donc on se sent toujours agressé. À peine on arrive, ah bah Maud, j'aime pas ta veste. Ah bon bah pourtant moi je l'aime bien, je me sens bien. Pourquoi on m'agresse comme ça à me dire que tiens j'aime pas ton art alors que on est en train de proposer de l'amour. Je crois que la seule façon, c'est comme tu viens de le dire, d'ailleurs, l'autre ne parle que de lui. Voilà. Donc si j'aime pas ta veste, si t'aimes pas ma veste, c'est juste que ça ne correspond pas à qui je suis. Oui. Donc après, comment le prendre? Bon, c'est sûr que c'est plus agréable de recevoir des compliments, mais des journalistes me disaient, bon, après kilomètre zéro, vous sortez Respire, le premier a été un énorme best-seller. Est-ce que vous êtes, est-ce que ça va pas être facile, etc. Mais mes éditeurs m'avaient prévenu aussi.
Je dis, mais moi, j'ai donné le mieux que je pouvais. Il y aura toujours des gens pour préférer le premier, des gens pour préférer le deuxième, Bien sûr. des gens pour adorer les deux, et puis des gens pour détester les deux. Tout à fait. Mais je ne le fais pas pour ça. Je ne fais pas pour faire réagir les gens et pour qu'ils le détestent ou leur faire de la peine. Non, pas du tout. Je propose qui je suis, et si ça peut aider une ou deux personnes, ben, je suis au bon endroit. Tout comme toi, quand tu dis j'arrive avec ça, je propose de donner du bonheur, de donner de la joie. Et je suis tellement désolée si ça peut faire du mal à des gens, je le fais pas pour ça. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui détestent. Oui. Voilà, c'est pas mon intention. Mais t'as déjà eu, toi, des seaux d'eau, enfin, pas de vrais seaux d'eau, c'est-à-dire Non, des alors, retours comme ça sur le livre, où tu as dû, toi aussi, faire ce travail d'accueillir et de transformer ça avec l'énergie en live, d'amour. non, puisque effectivement, j'ose pas autant parler de mon livre dans la rue comme ça. Mais j'ai déjà eu, bien sûr, des retours de gens qui avaient été touchés par et que ça les avait dérangés. Mais vous pouvez pas parler de ça comme ça, etc. Et je le comprends ô combien. Alors, un peu comme Fémi, moi, je suis tellement dans l'idée d'avoir partagé quelque chose qui pouvait faire du bien que quand il y a un retour négatif, j'en ai pas eu beaucoup, mais peut-être 3, 4, 5 en 50 ans. Il y a ceux qui l'ont écrit, mais il y a sans doute plein de gens qui l'ont pas écrit et qui le pensent quand même. Je reste dans cette énergie d'avoir fait le mieux que je pouvais pour faire du bien. Et je suis sincèrement désolée pour ceux qui auraient été... mais j'allais dire, c'est pas un gros drame dans le sens où vous achetez un livre, au pire du pire, vous avez perdu en poche 8 € ou en grand format 15-20 €. Vous n'avez pas perdu... c'est pas non plus forcément des sommes colossales. Tout comme toi, tu proposes quelque chose. Si les gens aiment pas danser ou aiment pas ça, bah ils peuvent aussi fermer la fenêtre. Et puis, donc dans tous les cas, on fait rien de grave. Et puis le désagréable fait partie de l'expérience, c'est-à-dire tu peux avoir une lecture peut-être désagréable. Et puis c'est une question d'ego, voilà. Et c'est ok en fait. Et puis même pour l'auteur ou l'artiste, j'allais dire, c'est qu'une question d'ego quand on vous dit. Mais de la même façon, quand on arrive en salon et qu'on dit ah mais là Maud, je vous adore, non. Si je calme mon ego, je sais qu'on m'adore pas moi, on a adoré mon livre. L'autrice. On a adoré mon travail, mais moi on me connaît pas encore. Ouais. Puisque on se rencontre à la seconde où la personne vient. Donc tout ça n'est qu'une question d'ego. Quand on me dit j'aime pas, ben c'est pas moi qu'on n'aime pas. On n'aime pas mon travail ou on n'a pas aimé ce travail-là. Voilà, mais ça ne dit rien de moi. Même si au fond, effectivement, ça dit tout de moi quand même, puisque c'est 95%. Mais en plus, oui, si on s'associe à son travail, si on s'associe à sa voiture, si on s'associe à sa maison, eh ben on n'est pas soi-même. Donc ça ne change rien à qui je suis, dans l'envie de partager des choses, dans des valeurs qui me sont chères, qui ne sont pas les valeurs de tout le monde, mais qui sont les miennes, et c'est ça que j'ai envie de partager. Donc j'essaie de rester au plus possible. Alors c'est plus facile quand 99% du temps on me dit que c'est formidable que si c'était 99% du temps complètement nul, si on me disait ça. Et peut-être que si on m'avait dit, ou s'il y avait 10 pelés qui avaient lu le livre et puis en disant non mais c'est vraiment nul, etc., sans doute que ça m'aurait découragé à un moment de continuer. Mais par contre là où je rejoins Fémi, c'est que j'aurais continué à partager des choses qui me sont chères, peut-être à travers un autre vecteur. Oui, d'une autre façon. Là où le livre Ce que tu fais déjà d'ailleurs, parce que tu fais des podcasts, enfin il y a plein de... Voilà, des séminaires où j'accompagne des gens, etc. Donc, mais je me serais jamais découragée, puisque c'est le sens de ma vie, à partager des choses qui me sont chères, parce que sans ça, j'allais dire, je préfère mourir que de ne pas partager. Après, encore une fois, le vecteur aurait pu être un autre vecteur que l'écriture. Mais voilà, j'ai envie de continuer à ça et continuer à faire découvrir et à aider les gens à se sentir un tout petit peu mieux qu'avant de m'avoir croisé ma route. Mais comme toi, j'adorerais te rencontrer et vivre cette expérience dans Paris. Peut-être que Maud, c'est prévu dans les studios d'ABC Talk. Ah mais moi, alors là, mais franchement, moi qui suis une piètre danseuse, mais je suis partante à 1000%. Pardon, je crache. À 1000%. Pourquoi? Parce que on voit bien que tu partages pas la technique de la danse, tu partages une expérience de bonheur. Et moi, je suis toujours prête à vivre une expérience de bonheur. Ce que tu dis, Maud, sur l'ego, sur le fait de pas identifier ta posture, etc., je trouve ça très intéressant et j'ai envie de vous poser la question de comment on fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ABC Talk, qui ont envie d'avoir du succès, qui sont obnubilés par ça. Vous avez un certain succès, un buzz, 1 million d'exemplaires.
comment on fait pour pas perdre la tête, pour pas avoir le melon? Est-ce que c'est parce qu'on travaille sur son ego? Enfin, comment on accueille ça? Parce que je crois que même si plein d'artistes, plein d'auteurs veulent avoir du succès, faut être prêt à ça quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de vous interroger là-dessus, sur comment on fait pour accueillir que presque du jour au lendemain, tu te retrouves avec des milliers de personnes qui commandent chaque jour ce que tu fais. Toi, Maud, des 300 messages par jour de lecteurs. Enfin, comment vous faites? Comment on gère ou comment... Ouais, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de mieux accueillir ça, d'être prêt à ce succès-là? Est-ce qu'on a besoin de s'y préparer? Voilà, c'est un peu ces questions-là que j'ai envie de vous renvoyer à tous les deux. Bon, par rapport à mon avis, non, je pense que effectivement c'est bien de se préparer. Après, personnellement, moi, j'aime l'improvisation. Donc, si c'est arrivé, c'est pour un but positif, dans le sens, voilà, effectivement, il y a d'autres qui aiment ton travail et voilà, ils découvrent ce que tu fais et donc, ça les intéresse. Donc, voilà, aujourd'hui, je peux éventuellement leur donner, comment on appelle, être à leur écoute à travers les messages qu'ils m'envoient et qu'ils me demandent, voilà, on aimerait danser avec toi ou comment c'est des questions. Chaque, comment dire, mes followers ou ceux qui me suivent en ce moment me posent de diverses questions ou la même question et où tu trouves cette énergie ou comment tu arrives à nous faire donner ce bonheur, d'où le transporteur de bonheur. Donc, aujourd'hui, si j'ai une réponse à donner à ta question, c'est tout est l'amour à sa passion, au fait. Quand on aime quelque chose, il faut aussi s'attendre aussi à des choses que tu sèmes. Quand tu sèmes quelque chose, forcément, tu vas récolter ce que tu as semé. Donc, et sache très bien ce que tu as semé n'est pas forcément que positif. Ça va être positif dans le sens que tu as donné, mais attention, il y a aussi... Donc ça, c'est le karma presque. On peut pas plaire, on peut pas être, comment dire, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, tu auras une bonne partie de ceux qui aiment ce que tu fais et ça va aider aussi d'autres de changer aussi leur quotidien et d'autres qui sont des qui vont venir te décourager, mais on ferme pas les yeux là-dessus, on s'arrête pas là. On continue, on produit et c'est là et ça va changer en fait. En produisant, faut pas lâcher. Et toi, Maud, qu'est-ce que tu dirais? Comment on fait pour garder la tête froide quand tout ça arrive? Moi, je dois dire que peut-être qu'à mon âge, c'est un peu plus simple. J'ai plus de 59, j'ai 52 ans, donc c'est un petit peu plus simple. Je pense que c'est peut-être plus difficile pour des gens à qui ça arrive à 20 ans. Moi, je me suis en fait pas rendu compte du succès. C'est à force de voir effectivement des gens dans le train, des gens qui m'interpellent en disant mais j'ai lu vos livres, etc. De faire reconnaître aussi. Voilà, effectivement, les gens te reconnaissent dans la rue, les gens. Donc probablement que là, je me suis dit tiens, il se passe un truc. Bon, et puis les chiffres parlent d'eux-mêmes sur les 3 livres. Donc après, quand tu fais quelque chose qui t'habite vraiment, et je sais pourquoi je le fais, et tu le disais à l'instant aussi, Fémi, quand tu connais ta motivation première, ça ne t'encourage qu'à continuer à faire des choses pour les autres et à avancer avec les autres. Je crois pas qu'on puisse prendre la grosse tête à ce moment-là, tu vois. Ça n'encourage qu'un projet global et commun. Moi, je l'avais dit dès le départ quand j'ai écrit Kilomètre Zéro à mes éditeurs. J'ai dit, je suis pas écrivain. Je sais pas s'il y aura un 2e livre, je sais pas s'il y aura un 3e livre, mais en tout cas, ça fait partie d'un projet global qui est de faire du bien, de permettre à chacun d'avancer, de voir peut-être les choses un tout petit peu différemment, et puis on grandit ensemble. Je pense que je fais partie du maillon des 3 millions de lecteurs aujourd'hui, ou 4 millions, voilà, où on se tient la main et on avance ensemble, et je fais juste partie de ces maillons. Je sais ni mieux ni moins bien que les autres, je suis experte de ma vie.
chacun est expert de sa vie et si chacun partage ce qui l'aide au quotidien dans sa vie, on grandit ensemble. Donc je suis pas mieux que les autres et les enseignements que je mets dans mes romans, c'est des choses que j'ai partagées avec des philosophies de vie différentes et qui me demandent un travail quotidien. J'y arrive pas toujours non plus. Quand on dit l'ego, il faut savoir le calmer, etc. J'y arrive pas tous les jours. Oui, tu dis c'est la pratique d'ailleurs. C'est la pratique et je tombe dans le panneau très souvent de mon ego. Je suis aussi sous l'emprise de mon ego très régulièrement. Pardon, c'est vraiment un travail de tous les jours et presque de chaque seconde. Donc je sais pas mieux. Et voilà, on avance, on est que des êtres humains avec nos forces, nos faiblesses. On est tous des êtres humains et on chemine ensemble. Donc on meurt tout nu, on mourra. Enfin, on est tout nu, on mourra tout nu. Et ce qui se passe au milieu, c'est voilà, on se dépatouille avec. Mais là, je pense que ouais, comment on fait, il y a rien à faire d'autre que d'accueillir et dire merci. C'est un honneur, moi, quand on m'interpelle dans la rue. C'est arrivé avant-hier quand j'ai pris le train encore. C'est un honneur pour un artiste de voir son travail reconnu. Donc on ne peut dire que merci et bien sûr de prendre le temps de faire une photo, de prendre le temps de dédicacer un livre. Je pense que ça fait partie et c'est jamais une corvée et c'est jamais voilà, c'est un honneur. Je pense que tous les artistes aimeraient être reconnus, tous les écrivains aimeraient vendre des livres. Donc moi, c'est à moi de dire merci. Quoi. Gratitude. Gratitude et voilà, c'est moi qui dis merci aux gens de prendre le temps de découvrir mon travail, de prendre le temps de m'écrire pour me remercier. C'est un honneur, c'est vraiment un honneur. Donc non, la grosse tête, je crois qu'au contraire, ça nous ramène à notre humanité, à notre humilité. Ouais, et tu es sur le terrain, c'est-à-dire le fait que tu coaches, que tu, il y a aussi d'autres activités qui font que tu es quand même connecté voilà, je suis au terrain. Voilà, avec les gens et donc et puis j'accueille et si et d'ailleurs, je peux pas répondre à tous les messages, mais quand j'ai peu de messages de gens je les lis tous, mais j'ai peu de messages de gens qui n'aiment pas, mais quand ils n'aiment pas, je prends le temps de leur répondre et leur dire je suis sincèrement désolée, c'est pas dans cet esprit, enfin c'est pas dans pour vous faire du mal que je l'ai écrit et je vous souhaite vraiment le meilleur et c'est tout à fait logique qu'on puisse ne pas aimer, voilà. Puis tu t'exposes de toute façon, donc et on aussi s'expose et ça fait partie du jeu et en tout cas voilà de changer sa caméra d'angle, je trouve que ça aide aussi à voir les choses un peu autrement. Donc, non, la grosse tête. Et puis, de toute façon, j'ai ma famille et mes amis pour me coller des gifs. Si ça devait arriver, je leur ai dit, n'hésitez pas à me coller des gifs si à un moment vous sentez un décalage. Mais j'espère pas. En tout cas, non, j'espère pas, mais je crois pas. Donc il y a Kilomètre Zéro. Alors moi j'ai la chance d'avoir cette édition collector dans laquelle tu as aussi il y a un petit carnet de voyage, il y a tes photos, donc c'est super parce qu'on est vraiment plongé. Mais il y a eu ensuite Respire et Plus jamais sans moi. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Mondokawa, dans les tuyaux? Ouais, il y a des choses qui arrivent. Il y a pas forcément un 4e roman tout de suite, mais effectivement, je travaille sur les podcasts. Ces questions que tout le monde se pose. Voilà, j'ai plusieurs projets effectivement d'écriture et puis un 4e sans doute qui est en chemin. Qui sera pas écrit dans un fichier Excel. On est d'accord? Et non, qui sera pas écrit. Non, depuis Kilomètre Zéro, j'ai arrêté parce qu'effectivement, j'avais commencé sur mes tableurs Excel, ce qui est mon monde et le Word n'était pas mon monde, ce qui donne un peu le point de départ de l'écrivain qui, voilà, j'arrive à dire aujourd'hui que j'écris, mais l'écrivain, c'est encore... Format, Et toi, Fémi, une école de danse, tu aimerais ouvrir une école de danse? Oui. C'est toujours dans un projet? C'est toujours un projet d'actualité, toujours. Ouais. Et une école de danse, effectivement, quand on parle d'une école, c'est le partage, c'est la connexion, hein, c'est le monde. C'est brasser, unir tout le monde. Donc, sur un point et partager le savoir. Est-ce que c'est ton esthétique que tu vas partager aussi? Parce que on disait The Scorpion, mais on n'a pas dit pourquoi c'était The Scorpion. Parce que toi, tu danses en fait sur le bout de tes doigts. Oui. T'as les jambes en l'air. Comme un scorpion, en fait. Comme un scorpion. Faudra que tu nous fasses ça tout à l'heure. Hein. Promis, on essaiera d'avoir une petite vidéo. Non, Fémi, The Scorpion. Fémi, c'est amour. C'est ton vrai prénom? C'est mon vrai prénom, Fémi. Et je l'ai eu par ma grand-mère. Et lors de ma naissance par ma mère, Fémi, amour. Et donc, du coup, aujourd'hui, je pars ce prénom, effectivement, dans mon métier. Je vis avec ça et je transmets, en fait, de l'amour aux autres.
Et donc, je disais, oui, le scorpion qui se rajoute maintenant, qui est ma signature, qui n'est pas mon signe, mais ma signature, ma mère, elle est scorpion. Donc, du coup, j'ai accepté garder scorpion parce que c'est quelque chose, comment on dit, c'est pour moi, la signature du scorpion fait de moi s'enraciner. Ouais. C'est ton animal totem un peu, on peut dire ça? Bon, on peut dire, mais après, c'est juste une signature qui me permet, avec mes doigts, quand je me pose sur une table ou que ce soit sur comment on appelle, sur le sol, un support, c'est s'enraciner, s'ancrer. Et donc, je pique pas. Moi, la piqûre, c'est l'amour. Donc, véhiculer, de transmettre cet amour entre les humains et surtout le sourire et la joie, et qui est quelque chose que j'ai toujours en moi. Donc, l'idée de l'école de danse qui va se rajouter, c'est transmettre mon amour avec ma passion à la nouvelle génération, ou ceux ou celles qui souhaiteront se lancer là-dedans, et prendre comme métier. Le métier, ça vient de l'amour, en fait. Faut pas que ça soit moi, je conçois un métier, s'il faut aimer. Parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, on prend pas le plaisir de vivre et de partager, en tout cas. Donc, à quoi c'est de se lever tôt le matin et de faire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc, c'est bien quand on aime quelque chose. Il n'y a pas d'heure, en fait. Mais je pense que ces mots d'amour, on pourrait terminer cette note dessus, parce qu'effectivement, l'amour, c'est l'énergie la plus importante, celle qui peut construire des ponts entre les gens, entre les humains. Comme on essaye de mettre beaucoup d'amour aussi dans Danser sa vie. Maud Ankawa, un énorme merci pour être venue sur les canapés d'ABC Talk. Merci à toi. Plein de continuations, peut-être 2 millions d'exemplaires de Kilomètre Zéro, on te le souhaite en tout cas. Fémi, merci infiniment aussi. Merci beaucoup. On a hâte de te croiser dans les rues de Paris pour danser avec toi. Pas que dans Paris, partout, dans toutes les villes et dans d'autres pays. Il y a trop de demandes en ce moment. Waouh. L'idée, c'est de faire bouger le monde. Ouais, bah dis donc, quelle belle mission. À toi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à toi, Marc, pour ta confiance. Merci, Mo, pour la technique. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Danser sa vie. Prenez soin de vous. Merci, Maud. Merci. Bravo.